c'est toujours un grand plaisir de parler dans ce contexte magnifique, même quand on est à la retraite, en effet. Je voudrais, dans cette présentation, comparer et disons, mettre ensemble deux programmes de recherche distincts, distincts dans les méthodes, distincts dans les buts, mais qui ont quelque chose d'important en commun. Donc la grammaire générative d'un côté, qui est un programme de recherche fondamentale, qui essaye d'étudier un objet naturel, c'est-à-dire les capacités linguistiques de notre espèce. Il y a une dimension descriptive, donc il faut décrire les systèmes linguistiques. Il y a une dimension explicative. Il faut essayer de ramener les généralisations qu'on observe à des principes plausibles de la faculté du langage. Et donc, le but final, c'est de construire une théorie générale du langage humain. L'intelligence artificielle générative appliquée au langage, donc dans la version appelée Large Language Models, grand modèle du langage, est au début un programme technologique qui essaye d'exprimer la connaissance de la langue dans les machines avec des buts pratiques afin de permettre des interactions en machine souples, efficaces. Donc, il s'agit clairement de deux programmes distincts, au moins dans la définition initiale, et qu'on ne pourrait pas essayer vraiment d'unifier ou on ne pourrait pas essayer de réduire l'un à l'autre. Néanmoins, ils ont des points en commun cruciaux. D'abord, ils portent sur le même objet, le langage humain. Et puis, ils ont des racines communes dans les études de la computation, l'étude de la computation, surtout dans la première moitié du XXe siècle, qui sont à la base et de l'informatique moderne et de la linguistique formelle. Et je pense que ce n'est pas par hasard que les deux programmes utilisent le même terme génératif. J'aime croire que c'est une sorte d'hommage que la communauté de l'intelligence artificielle a fait à la grammaire générative pour reconnaître son rôle dans le développement des sciences cognitives. Il est donc naturel d'essayer d'étudier les interactions entre ces deux programmes. Voilà le petit plan pour aujourd'hui. Je voudrais parler un peu des racines historiques des relations entre ces deux programmes. Puis je voudrais parler de linguistique, ma discipline, et dire quelque chose sur le caractère abstrait des représentations mentales pour le langage, en particulier parler de hiérarchie linguistique. Je voudrais essayer de montrer que certaines des propriétés du langage posent encore des problèmes empiriques intéressants pour les Large Language Models. Et puis je voudrais conclure en discutant les apports possibles que la grammaire générative peut offrir à l'intelligence artificielle et vice-versa. Voilà, donc, hier, on a entendu Mala nous parler d'un discours de la méthode nécessaire pour l'intelligence artificielle. Voilà l'original. Descartes, dans son discours de la méthode, utilise le langage pour départager l'homme et des animaux et aussi des machines, des automates. Donc, il observe que nous avons des capacités combinatoires avec le langage, capacité d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel le locuteur fasse entendre leurs pensées, et que même les animaux les plus intelligents n'ont pas cette capacité. Et également les automates, en tout cas les automates du XVIIe siècle, aussi n'ont pas ces capacités combinatoires qui caractérisent nos capacités linguistiques.
Alors, en ce qui concerne la comparaison avec la communication animale, nous pouvons toujours être d'accord avec Descartes, évidemment. Les systèmes de communication animale n'utilisent la combinatoire que de manière extrêmement rudimentaire par rapport à la combinatoire humaine. Mais que dire des automates? Évidemment, les choses sont très, très différentes aujourd'hui. Et à vrai dire, déjà au début de l'informatique moderne, Alan Turing avait une position beaucoup plus nuancée par rapport à la position de Descartes. Vous venez de voir exactement cette image et l'article fameux de Turing, dans lequel Turing se pose la question « Can machines think ?» Est-ce que les machines peuvent penser? Il dit on ne peut pas décider cette question sur la base d'un sondage d'opinion, n'est-ce pas? Il faut essayer d'opérationnaliser cette question. Et son idée, c'est d'introduire ce qu'il avait appelé the imitation game, c'est-à-dire si une machine est capable de tromper un utilisateur humain du langage, en lui faisant croire que c'est un compte spécifique qui est en train de communiquer avec l'autre utilisateur, ben on peut dire que la machine pense dans un certain sens. Voilà, donc le test de Turing a eu un impact absolument majeur sur les sciences cognitives, sur la philosophie du langage, la philosophie de l'esprit. Jusqu'à récemment, aucun système artificiel n'arrivait à approcher la maîtrise du langage nécessaire pour passer le test. Et franchement, jusqu'il y a 4 ou 5 ans, je ne pensais pas que j'aurais vu dans ma vie un système capable de passer le test de Turing. Les choses ont changé radicalement, comme vous le savez, dans les derniers 4 ou 5 ans. Et maintenant, nous disposons, grâce au progrès de la technologie des réseaux de neurones artificiels, de deep learning, etc., nous disposons de plusieurs systèmes qui se présentent comme des candidats crédibles pour passer le test de Turing. Donc, est-ce qu'il faut conclure que les considérations de Descartes sont complètement dépassées? Je crois qu'il y a quand même un résidu intéressant, c'est-à-dire certaines propriétés du langage qui sont immédiatement accessibles, comme on le verra à l'enfant de 5 ans, restent problématiques pour les large language models. Et je voudrais décrire certaines de ces propriétés. Il faut garder à l'esprit le principe général de l'informatique, de l'intelligence artificielle, dont Stanislas Dehaene nous a parlé hier, c'est-à-dire ce qui est impossible cette semaine, peut-être sera possible la semaine prochaine. Donc, il faut absolument garder cela à l'esprit avant de tirer des conclusions trop générales de ces difficultés dont je voudrais parler. Voilà, donc parlons un peu de linguistique, ma discipline. Revenons un instant au XVIIe siècle. Descartes, mais aussi Galilée, quelques années avant le discours de la méthode, dans son Dialogo sopra i due massimi sistemi, avait identifié dans la combinatoire linguistique la propriété fondamentale qui caractérise le langage humain. L'idée est qu'on part d'un petit nombre de sons distincts, ils ont quelques dizaines de phonèmes, on les combine pour former quelques centaines ou quelques milliers de morphèmes qui se combinent pour former plusieurs milliers de mots, et les mots peuvent se combiner pour donner lieu à un ensemble illimité de phrases qui sont capables, selon la belle expression de Galilée dans il Dialogo, qui sont capables d'exprimer i nostri più reconditi pensieri, donc nos pensées les plus cachées. Darwin aussi, 2 siècles après, avait souligné le caractère essentiel de la combinatoire linguistique humaine. Alors, comment exprimer
tout cela de manière scientifiquement satisfaisante. La grande contribution de Noam Chomsky, de la grammaire générative, à partir des années 50, a été exactement de construire des systèmes précis et détaillés de la combinatoire linguistique. Alors, je ne veux pas faire cette histoire, on n'aurait pas le temps, mais je voudrais simplement indiquer qu'à un moment donné, un groupe de linguistes, personnes qui ont proposé l'ainsi dit programme minimaliste, ont proposé d'explorer la possibilité que peut-être la combinatoire linguistique humaine se réduit à une seule règle extrêmement générale, extrêmement simple. Une règle qui dit simplement « prends deux expressions A et B, assemble-les, formant ainsi l'expression complexe AB, et puis tu peux répéter cette opération indéfiniment. » Donc continuer à rajouter des éléments. C'est l'opération qui a été appelée merge en anglais. On pourrait traduire fusion, assemblage en français. Je vais utiliser le terme, continuer à utiliser le terme anglais pour enlever toute ambiguïté. Donc l'idée de merge, c'est qu'on construit pas à pas des structures complexes qui peuvent être aussi complexes qu'on veut, en associant aux structures des représentations comme les structures arborescentes que vous voyez ici, où en quelque sorte l'arbre récapitule ce qui s'est passé en termes d'applications successives de merge. Donc on met ensemble d'abord ce et livre, puis lire ce livre, puis va lire ce livre, et ainsi de suite. Un système fondé sur merge exprime immédiatement trois propriétés très générales qu'on trouve à travers les langues du monde. L'infinité, c'est-à-dire aucune langue n'a la phrase la plus longue, n'est-ce pas? On peut toujours continuer à rajouter un morceau. La hiérarchie, sur laquelle je vais revenir, hein, et le déplacement. Le déplacement, le fait que dans les langues naturelles, on peut prononcer une expression dans une position différente par rapport à la position dans laquelle l'élément est interprété. On a systématiquement ces effets de déplacement dans les langues du monde. Et je parlerai certainement de hiérarchie, peut-être s'il y a le temps. Je dirai quelque chose sur le déplacement aussi. Alors, l'organisation hiérarchique découle simplement de notre formulation de merge, c'est-à-dire nous ne pouvons pas mettre ensemble toute une série de mots de cette manière en créant une structure plate. La seule possibilité, c'est de procéder pas à pas, donc de mettre ensemble deux mots et puis de continuer de cette manière, ce qui donne une structure nécessairement hiérarchique. L'organisation hiérarchique est une organisation verticale qui se superpose à l'organisation horizontale, n'est-ce pas? Une phrase peut être caractérisée comme une séquence d'éléments, comme une séquence de mots par exemple, mais c'est cette organisation verticale qui est de manière inhérente et hiérarchique qui est la plus importante. Donc toutes les propriétés syntaxiques, morphologiques, mais aussi interprétatives des expressions linguistiques sont une fonction de la structure hiérarchique verticale. Donc il y a une structure invisible, inaudible, qui se superpose à la structure immédiatement accessible et visible, la séquence de mots, et qui détermine les propriétés profondes des énoncés. Et ceci, comme pratiquement toutes les généralisations linguistiques sont à exprimer en termes de cette structure invisible. Un exemple banal, c'est l'accord entre une expression nominale et une expression verbale, donc l'accord en traits grammaticaux comme personne et nombre, par exemple. L'accord, comme tous les phénomènes linguistiques, est soumis à la malédiction de la complexité, pour reprendre une expression d'hier de Stéphane Mallat. Et la solution est toujours la même, c'est la localité, n'est-ce pas? On traite la malédiction de la complexité
en caractérisant le phénomène de manière locale. Ce qui est intéressant ici, c'est que la localité linguistique est toujours définie en termes hiérarchiques, jamais en termes linéaires. Donc, par exemple, ici, le verbe ne s'accorde pas avec une expression nominale plus proche en termes de séquence linéaire, mais avec une expression qui est plus éloignée, la photo, en termes linéaires, mais qui, en termes hiérarchiques, est plus proche dans la représentation d'arbres. Okay? Donc l'accord fonctionne comme ça. Comme je le disais, tous les phénomènes fonctionnent comme ça en réalité. Pour le langage, il faut regarder à ces structures hiérarchiques. Considérons un phénomène à l'interface avec l'interprétation, comme l'interprétation des pronoms. Ce phénomène va sous le nom de coréférence. C'est pas quand vous avez dans une phrase un nom et un pronom, dans certaines configurations grammaticales, le nom et le pronom peuvent se référer au même individu. Dans d'autres configurations, la coréférence n'est pas possible. Ici, je vous demande de consulter au fur et à mesure vos intuitions en tant que locuteur natif du français ou de votre langue maternelle, parce que c'est un type de phénomène qu'on retrouve systématiquement, une langue après l'autre. Donc pensez à une phrase comme « un ». Jean ne va pas au travail quand il est malade. Il est tout à fait possible ici d'interpréter « il » comme se référant à Jean. La coréférence est possible. Mais dans une phrase comme « deux », il ne va pas au travail quand Jean est malade. Là, pas possible d'avoir la coréférence. Il doit se référer à quelqu'un d'autre, un individu différent par rapport à Jean. Alors, quelle est la règle? Quelle est la règle que nous appliquons inconsciemment, instantanément, quand nous entendons une phrase avec un pronom? La première chose qui vient à l'esprit est que ce soit une règle linéaire concernant la séquence linéaire. Peut-être il faut que le nom précède le pronom, ce qui est satisfait en un, mais pas en deux, où c'est le pronom qui précède le nom. Bien, cette règle linéaire marche en effet dans un grand nombre de cas, mais on peut montrer que ce n'est pas la véritable règle que nous avons à l'esprit et qui est en quelque sorte codifiée dans notre cerveau. Et ceci à cause du fait qu'il y a en français littéralement une infinité de phrases où le pronom précède le nom et la coréférence est néanmoins possible. Par exemple, quand il est malade, Jean ne va pas au travail. Si il peut sans aucun problème se référer à Jean, même si du point de vue linéaire, le nom vient après le pronom. Donc comment distinguer une structure comme un d'une structure comme deux? Il ne va pas au travail quand Jean est malade, ou la coréférence est impossible. On ne peut pas faire appel à la séquence, il faut faire appel à quelque chose d'autre. Et on peut en particulier faire appel à la hiérarchie. Bon, je reviendrai sur cette phrase qui montre la même chose de manière encore plus radicale, je reviendrai là-dessus. Voilà, à partir des années 70, les linguistes ont proposé cette notion technique hiérarchique, la sécommande, qui est une relation structurale entre deux positions dans l'arbre qui a un pouvoir explicatif énorme. Pratiquement tous les phénomènes linguistiques obéissent à la sécommande. Sécommande est le rapport entre un nœud alpha et un nœud bêta dans cette configuration. Ici, vous avez une définition technique, ce n'est pas important. Il suffit de garder à l'esprit cette sorte de configuration. Dans cette configuration, alpha est en quelque sorte actif par rapport à bêta, peut avoir un rôle par rapport à bêta. S'il n'y a pas de sécommande, non. Toujours dans les années 70, le linguiste américain Howard Lasnik avait proposé d'utiliser la sécommande pour caractériser le phénomène de la coréférence ou de la non-coréférence. C'est-à-dire, son idée était que quand nous avons affaire à des configurations de ce type, où le pronom sécommande le nom, la coréférence n'est pas possible. Autrement, la coréférence est possible. Partout, ce phénomène est possible. Un pronom et un nom peuvent se référer au même individu. Mais ceci est exclu uniquement dans cette configuration. Voilà, donc si vous reprenez les exemples qu'on avait discutés, il ne va pas au travail quand Jean est malade. Ici, il sécommande Jean. Vous voyez ici en rouge, c'est le domaine de sécommande du pronom. Donc, coréférence exclue.
Tandis que dans des exemples comme quand il est malade, Jean ne va pas au travail, il ne se commande que le contenu de cette partie rouge, donc il ne se commande pas Jean. Donc dans cette configuration, la coréférence est possible. Donc cet ensemble d'idées a l'effet de repartir les configurations possibles entre un pronom et un nom en 4 cas de figure. Ou bien le nom se commande le pronom, ou bien le pronom se commande le nom, ou bien il n'y a pas de se commande, ni le nom se commande le pronom, ni le pronom se commande le nom, et on peut avoir les deux ordres. Donc il y a ces 4 cas de figure. La configuration qui bloque la coréférence est celle en 2, où le pronom se commande le nom. Toutes les autres configurations sont possibles. Voilà, je vais sauter une partie sur le mouvement, parce qu'autrement ça va prendre trop de temps, mais je voudrais revenir là-dessous. De toute façon, la conclusion donc, est que le calcul mental de la forme de l'interprétation, par rapport à certaines questions comme la coréférence, mais n'importe quelle autre propriété de l'expression linguistique, se fait sur des représentations mentales abstraites qui impliquent une organisation hiérarchique et aussi, c'est la partie que je n'ai pas encore discutée, des éléments non prononcés comme les traces du mouvement. J'essaierai de revenir rapidement là-dessus. Donc cette structuration invisible, abstraite, interagit avec la structure visible, la séquence des éléments prononcés, et ceci détermine l'ensemble des propriétés formelles et interprétatives des expressions linguistiques. Donc jusqu'ici, on est dans le domaine de la linguistique. Alors, il y a quelques années, en 2023, Howard Lasnik a pris sa retraite. On a organisé une fête pour l'honorer. On m'a demandé de faire une présentation. Alors, ChatGPT venait d'apparaître. Alors, l'idée que j'ai eue pour Lasnik, c'était de tester ces structures en posant la question à ChatGPT. Est-ce que la coréférence est possible ou n'est pas possible dans telle ou telle configuration? Résultat intéressant. Ici, ce n'est pas ma recherche à l'origine, qui était de l'année précédente, mais j'ai continué à faire des recherches. J'ai eu des réponses assez variées, comme vous pouvez l'imaginer, de temps en temps aussi des véritables hallucinations, mais quand même avec une certaine constance, avec une certaine uniformité dans les réponses. Alors ici, c'est la situation humaine. 2, c'est la seule structure qui n'admet pas la coréférence. Réponse de ChatGPT en posant les types de structures que je viens de voir est différente. C'est-à-dire, ChatGPT, clairement, dans cette interaction, a suivi une logique purement de précédence linéaire. C'est-à-dire, chaque fois que le pronom précède le nom, la coréférence est exclue. Dans les autres cas, la coréférence est admise. Donc, vous voyez la différence entre la réponse humaine, seulement la structure hiérarchique où le pronom se commande le nom est celle qui exclut la coréférence, et la stratégie linéaire suivie par ChatGPT. Gemini, j'ai testé d'autres systèmes, évidemment. La réponse de Gemini était d'un côté plus permissive, plus libérale que ChatGPT. Gemini a dit, bon, ici je fais le testing en anglais, tout est possible, la coréférence est toujours possible dans ces 4 structures, mais quand même, dans les structures où le pronom précède le nom, c'est a little bit awkward, hein, c'est un tout petit peu bizarre, très généreux certainement par rapport au locuteur humain et par rapport à ChatGPT aussi. Mais vous voyez que fondamentalement, la réponse de Gemini va dans le même sens que ChatGPT, en ce que c'est une stratégie linéaire qui est proposée pour distinguer les deux types de structures, pas une stratégie hiérarchique. DeepSeek, hein, pourquoi pas, la compétition chinoise,
type de réponse tout à fait analogue à celle de Gemini. Voilà, donc chaque fois j'ai varié, j'ai utilisé d'autres phrases, j'ai utilisé d'autres langues. Ici, j'ai utilisé l'anglais. He said that Peter was tired. C'est légèrement marginal. En effet, c'est beaucoup plus fortement impossible pour le locuteur humain. When he came back, Peter was tired. Même niveau, même statut. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le locuteur humain. N'est-ce pas, qui fait une nette différence entre 2 et 4. Voilà donc les différents tests. Situation humaine, uniquement la structure hiérarchique ne permet pas la coréférence. Et les différentes réponses de ChatGPT, Gemini, DeepSeek, qui font cette autre généralisation, fondée sur l'ordre linéaire. Oui, ici, il y a ces phrases intéressantes qui impliquent le mouvement. Je vais, sans vraiment introduire le mouvement, je veux dire quels sont les jugements pertinents. Et ces exemples sont intéressants parce qu'ils montrent que la précédence n'est ni une condition nécessaire ni suffisante pour la coréférence. Donc, considérez des phrases comme 10, à côté de lui, Jean a vu un lion. Là, il est tout à fait possible d'avoir lui et Jean se référant au même individu, même si le pronom précède. Tandis qu'à côté de Jean, il a vu un lion. Là, on parle de deux personnes différentes. La personne qui a vu est différente, nécessairement différente de Jean. Ça, c'est le jugement humain. Jugement de ChatGPT, exactement le contraire. C'est-à-dire ChatGPT suit de nouveau une stratégie purement linéaire. Dans le premier cas, le pronom précède le nom, donc il dit pas possible. Dans le deuxième cas, on a affaire à cet autre type de structure, donc c'est possible. Ici, l'analyse implique le mouvement, donc à côté de, on part d'une représentation comme il a vu un lion à côté de Jean. Ensuite, il y a un mouvement du en tant que prépositionnel à côté de Jean à la périphérie initiale de la phrase. Mais ce mouvement laisse une trace, donc une copie non prononcée de l'élément qui a été déplacé. La règle de non-coréférence de Laznik s'applique sur cette représentation et donne exactement le même résultat qu'avant. Mais afin d'avoir cette sorte d'analyse, il faut admettre le mouvement, il faut admettre des éléments non prononcés comme les traces et leur faire jouer un rôle essentiel. Quel est le comportement des enfants par rapport à ces propriétés? Est-ce qu'ils utilisent une stratégie linéaire ou bien déjà une stratégie hiérarchique? Alors, on peut montrer que les enfants préscolaires, les enfants à l'âge de 5 ans, ou 4 ans ou 5 ans, utilisent déjà une stratégie hiérarchique, en faisant les expériences appropriées, en testant des phrases. Ici, l'expérience a été faite par quasti et Chierchia en italien, mais on peut voir les exemples français. Pendant qu'il dansait, le clown jouait de la guitare. S'il est possible pour il de se référer au clown, tandis que dans il dansait pendant que le clown jouait de la guitare, ici la phrase doit mettre en jeu deux personnes nécessairement distinctes, n'est-ce pas? Il y a l'effet de non-coréférence. Vous voyez que les enfants à cet âge-là sont déjà totalement sensibles aux effets hiérarchiques et non pas aux effets linéaires, en admettant la coréférence dans le 3, mais non pas en 4. Voilà donc ce que les enfants font. Ici, il est particulièrement intéressant de comparer ce que les enfants font et ce que les Large Language Models font. Donc à 5 ans, surtout si on considère l'ensemble d'entraînements auquel l'enfant a eu droit et l'ensemble d'entraînements du Large Language Model. Donc à 5 ans, l'enfant aura eu accès à un ensemble de production linguistique de quelques millions de mots. On peut estimer quelques dizaines de millions de mots, peut-être 50 millions de mots, disons très approximativement. Les Large Language Models ont accès à un corpus d'entraînement de l'ordre de centaines de milliards de mots. Donc il y a une disproportion énorme, c'est 10 000 fois plus grand
pour l'essentiel ici des quelques... Bon, les auteurs de cet article, Lan, Chemla et Katsir, se sont amusés à calculer combien d'années il faudrait à l'enfant pour avoir un corpus qui avoisine le corpus utilisé par le Large Language Model. Puisque l'enfant n'a pas à disposition 36 000 années, il doit utiliser des stratégies pour aller beaucoup plus rapidement dans son acquisition. Comment ça marche? Vraisemblablement, l'enfant est conduit par son système cognitif à ne prendre en considération que certaines hypothèses grammaticales compatibles avec la structure générale du langage et à écarter a priori toutes les autres hypothèses grammaticales concevables. Par contre, les Large Language Models considèrent toutes les hypothèses possibles, logiquement possibles, ce qui exige un nombre, un ensemble d'entraînements énorme, évidemment. Cette sorte de prédisposition cognitive de l'enfant peut éventuellement être assimilée à ce que Darwin avait appelé l'instinct du langage, donc la capacité instinctive à apprendre une langue, ce que Chomsky avait appelé, en reprenant le terme de Saussure, la faculté du langage. Par exemple, il est concevable que l'enfant écarte a priori toute hypothèse de règles linéaires et ne considère que des hypothèses hiérarchiques, donc ce qui exclut déjà une large classe de phénomènes possibles. Bon, je voudrais conclure, je pense que je suis déjà un tout petit peu en retard, en disant quelque chose sur les apports que la linguistique peut donner aux Large Language Models et vice-versa. Donc évidemment, les grands modèles du langage ont besoin de critères précis et détaillés pour tester des architectures alternatives. Donc il y a le problème fondamental du benchmarking, n'est-ce pas? La linguistique formelle, la grammaire générative en particulier, offre des 3/4 de siècle maintenant d'analyse fine, linguistique fine sur des centaines de langues, une énorme base empirique qui est en effet bâtie à partir de siècles de réflexion sur le langage. Donc, il est tout à fait normal d'utiliser cette sorte d'expertise pour le benchmarking, donc pour tester les différentes architectures proposées dans le cadre de l'intelligence artificielle générative. Vous connaissez peut-être la fameuse maxime qui remonte à la fin des années 80 de Friedrich Jelinek. Every time I fire a linguist, the system goes up. C'était un moment où, qui représentait le point le plus difficile peut-être de l'interaction entre la linguistique et l'intelligence artificielle générative, comme on n'appelait pas encore de cette manière à l'époque. Ensuite, les choses ont changé radicalement. Friedrich Jelinek lui-même a changé d'avis. Il a recommencé à embaucher de linguistes. Il paraît tout à fait clair maintenant que les programmes technologiques de Large Language Models ont besoin des linguistes. Et en effet, les grandes entreprises embauchent systématiquement de linguistes, au moins pour ce type de raison. Mais il y a autre chose aussi. Je crois que l'étude d'un objet complexe peut énormément bénéficier de la comparaison avec d'autres objets similaires, donc pour rendre la comparaison possible, mais distincts, donc pour offrir assez de variations sur le thème et rendre la comparaison utile. Et parce que la comparaison systématique peut mettre en lumière certaines propriétés qui risqueraient de rester cachées dans l'analyse d'un objet isolé. Ceci est tout à fait clair dans la comparaison de langues. Si vous étudiez une langue en isolement, toute seule, il y aura beaucoup de propriétés qui vous échapperont, tandis que si vous l'étudiez en comparaison avec d'autres langues, il y a toutes sortes de propriétés qui vont ressortir simplement de la comparaison. Donc toute linguistique générale, peut-être toute linguistique tout court, doit inévitablement être comparative.
Voilà, mais une approche comparative est, je pense, essentielle aussi pour la comparaison de systèmes plus éloignés, comme le langage humain et les systèmes de communication animale. Maintenant, beaucoup d'études sur les systèmes de communication animale utilisent toute la panoplie analytique accessible dans les sciences du langage, en effet. Et aussi pour l'étude comparative de l'intelligence linguistique naturelle et artificielle. Je vais vite conclure. Les Large Language Models, donc quelles sont les contributions de Large Language Models à la linguistique et aux sciences cognitives? Évidemment, ces systèmes peuvent offrir des modèles totalement explicites de l'apprentissage, où on peut départager clairement ce qui est prédéterminé, l'architecture du système, et ce qui est déterminé par l'expérience. Comme Mala le disait hier, ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien de prédéterminé dans ce système. L'architecture est en quelque sorte prédéterminée, n'est-ce pas? Mais donc ces modèles ont le potentiel d'aborder exactement la portée et les limites de l'apprentissage inductif, notion même d'induction, et ceci permet maintenant de renouveler le débat sur le rôle respectif de l'inné et de l'expérience dans l'acquisition de systèmes complexes de connaissances, en libérant en quelque mesure ce débat d'un aspect plutôt idéologique qu'il a eu souvent jusqu'à présent, et en essayant de formuler la question comme une question véritablement scientifique. Maintenant, afin de permettre une utilisation comme modèle cognitif fiable de l'apprentissage des Large Language Models, il est nécessaire que les réseaux de neurones artificiels soient testés sur une expérience comparable à celle disponible à l'enfant, évidemment. Jusqu'à quand la comparaison est entre des systèmes d'entraînement dont l'un est 10 000 fois plus riche que l'autre, on n'ira pas très loin sur ce genre de questions. Voilà, je vais terminer en observant le fait que les Large Language Models marchent remarquablement bien. C'est quelque chose qui m'étonne toujours. De temps en temps, je pose la question à mes collègues informaticiens, mais pourquoi est-ce qu'ils marchent si bien? Une réponse qui est souvent donnée, nous ne savons pas exactement. Nous ne savons pas exactement. Et ce type de réponse est exprimé, par exemple, par Yann Lequin dans un débat d'il y a quelques années. The engineering artifacts have almost always preceded the theoretical understanding. Et aussi Daniel Handler, dans son beau livre sur l'intelligence artificielle, parle de ces aspects. Il y a donc dans ce programme de recherche une sorte de primauté de la pratique. Il faut d'abord voir quelque chose qui marche, ensuite la compréhension théorique viendra. Néanmoins, l'existence d'une théorie explicative intelligible, qui peut être secondaire pour des applications pratiques, devient essentielle si nous voulons utiliser les Large Language Models comme modèle réaliste de la connaissance humaine du langage et de son acquisition. Donc il est essentiel de ce point de vue d'ouvrir la boîte noire et essayer de comprendre comment la connaissance de la langue est organisée dans le réseau. Peut-on identifier des principes explicatifs intelligibles à la base de l'apprentissage du fonctionnement du langage dans le réseau? Je voudrais conclure en mentionnant, en donnant une liste qui n'est pas du tout exhaustive de choses qu'on peut faire. Il y a des techniques qui peuvent être utilisées, des techniques d'ablation, par exemple. On peut désactiver certains éléments du réseau, certains sous-réseaux ou certaines neurones individuels, par exemple, un peu dans la logique de l'étude de lésions, n'est-ce pas, qui est à la base de la neuropsychologie moderne, et pour voir, en désactivant une partie du réseau, quelles sont les conséquences pour le comportement du système. On peut étudier certains learning biases, certains biais d'apprentissage, des éléments qu'il faut introduire ou des corrections, des contraintes qu'il faut introduire dans le système afin d'améliorer sa performance dans certains domaines,
un learning bias qui pourrait être fait attention uniquement aux structures hiérarchiques et non pas aux structures linéaires, par exemple. Est-ce que ces learning biases correspondent pour l'essentiel à ce que les linguistes appellent le principe de la grammaire universelle? C'est une question intéressante qu'il faudra se poser dans la recherche future. Et puis, on peut regarder l'acquisition. On peut regarder le fait que l'acquisition du langage procède par des stades bien précis. C'est-à-dire, le langage passe par un stade avec certaines propriétés, puis tout d'un coup, il passe à un stade différent avec des propriétés plutôt différentes. Est-ce qu'on peut reproduire ces stades d'acquisition dans l'observation de l'acquisition dans certains domaines de connaissances, par exemple la connaissance du langage dans les réseaux? Est-ce qu'on trouve les mêmes propriétés qu'on trouve dans les stages de l'acquisition humaine? Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, mais je vais m'arrêter là en disant simplement qu'il y a énormément de questions extrêmement importantes et difficiles qui se posent, mais il me semble aussi que la voie est bien tracée, et donc il est raisonnable de s'attendre à des progrès considérables dans le domaine que j'ai considéré dans les années à venir. Et je terminerai sur cette note.